Je suis né à Strasbourg en 1910. L'Alsace était allemande, puisqu'on oublie toujours que la France a perdu sa première guerre contre l'Allemagne en 1870. Et je parle couramment l'allemand. J'entre dans un mouvement de jeunesse sioniste, jeune à l'âge de 13-14 ans, et à partir de 25, on l'entendait parfois à la radio, à Radio Alsace, on entendait la voix de Hitler. Et je peux vous dire que c'est quelque chose d'effrayant. Le personnage, quand on le voit, bon, il est relativement quelconque, mais c'était un tribun. Donc, il y avait déjà, dans cette jeunesse, il y avait déjà l'apparition de Hitler et il y avait déjà des Allemands, des Juifs allemands, qui commençaient à prendre la fuite. Nous avions créé une espèce au nom de la communauté, un groupe d'accueil pour les Juifs qui venaient de l'autre côté. On leur proposait une chambre ou des chambres, etc. Mais les gens disaient tous, nous ne voulons pas rester chez vous, on passe à Strasbourg. On a peur, terriblement peur de ce qui se prépare là-bas. Donc on arrive à cette époque-là, où moi je suis à l'école technique de Strasbourg et je suis des cours, etc. Je commence à travailler au point de vue technique au port du Rhin, chargement, déchargement des bateaux, enfin une vie normale. Tout est normal. Je fais mon service militaire à Strasbourg, au 2e régiment d'aviation de chasse. Je me marie et à ce moment-là intervient une personnalité qui va guider ma vie en quelque sorte. J'ai eu une sorte de maître à penser. Un des fils du grand rabbin de Colmar, qui était médecin, et qui était le docteur Joseph Weil, qui était un savant et un homme tout à fait remarquable, qui peut-être un des premiers de France, a su que Hitler était la mort. Et qui nous a fait des conférences. Le livre de Hitler est sorti. Il a été en prison quelque temps, il a écrit ce livre en prison. Nous a amené ce livre et il nous a fait des conférences autour de ce livre. Et Joseph Weil m'avait dit, il faut que tu t'occupes des jeunes. Tu vas aller à Paris faire ton diplôme de prof de gym à l'académie, le diplôme officiel. Et à ce moment-là, il y avait un professeur qui s'appelait Marc Cohn, qui était de Strasbourg d'ailleurs, et il me dit, écoutez, je vais faire à Paris le premier lycée juif de Paris. Est-ce que vous voulez le faire avec moi ? Et on s'est installé là. Alors tout a marché très bien, la vie heureuse et tout. J'ai eu un fils. Et j'ai été mobilisé une première fois en 1939, lors de la crise de Munich et tout ça. J'étais envoyé déjà au 72e régiment d'infanterie, qui était un régiment qui c'était pas encore aussi clair en 1939. On a été renvoyé 4 mois après, et on a été mobilisé pour de bon en 1940, comme tout le monde, début 40. Et puis les Allemands sont venus le 16 mai, nos mitrailleuses lourdes visaient de l'autre côté du Rhin, et ils sont venus par derrière, c'était leur truc. On nous a embarqués pour l'Allemagne. Et il ne s'est rien passé du tout au Stalag. Ils respectaient la Convention de Genève. 3-4 mois après d'être prisonnier, j'ai eu à correspondre avec ma femme. Les lettres étaient évidemment censurées de toutes les manières. J'ai quand même compris à travers ce qu'elle disait qu'elle avait une peur atroce. Elle était directrice de l'œuvre de la Guette de la baronne Germaine de Rothschild, qui avait fait venir 125 enfants dont les parents avaient déjà allemands, dont les parents avaient déjà été déportés. Elle les a installés à la manière Rothschild dans son château. Et puis finalement, je décide de m'évader. Mon cousin me dit que je suis fou, que ça n'existait pas de traverser l'Allemagne, etc. J'ai dit peut-être, mais moi je m'évade. Tu feras ce que tu voudras. Il est finalement parti avec moi. Je suis allé à la Bourboule, au-dessus de Clermont, avec ma femme, qui était donc la directrice de 125 enfants. La banque Rothschild avait déménagé aussi, s'était repliée et il y avait les Rothschild étaient partis en Amérique.
Je vais à la mairie, je vais à faire, et là, je voyais une grande affiche, les Compagnons de France cherchent candidats, et on m'envoie à Megève, chez les Compagnons. Il y avait l'école de formation de cadres. J'ai reçu un accueil extraordinaire. J'ai eu mon diplôme, bien sûr, et j'étais, avec le diplôme que j'étais nommé en Auvergne, chef compagnon de France en Auvergne. Je suis donc revenu en Auvergne, jusqu'à ce que mes amis du réseau Bourgogne m'ont dit, montre un peu ta carte. Et ils m'ont dit, ce que nous n'avons pas, c'est un agent de liaison. Alors avec ça, mon petit, tu vas être notre agent de liaison. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans la résistance. C'est mes premières pas dans la résistance. Et j'ai fait ça pendant quelques temps, jusqu'à ce est venu le problème de l'extermination. Alors là, il y a eu des arrestations. L'université de Strasbourg a été repliée à Besançon. Et ils ont commencé à faire une cellule de résistance. Il y a eu des arrestations à l'université de Strasbourg de professeurs et d'élèves. Et je suis allé voir le représentant de la baronne, lui dire, ce groupe d'enfants juifs, tôt ou tard, ça va arriver. C'était en zone libre, mais ça va arriver aux oreilles. Et alors, ce directeur de la banque m'a envoyé à Montpellier, en me disant, là-bas est replié, en zone libre, est repliée une organisation qui s'appelle OSER, œuvre de secours aux enfants. Nous les soutenons financièrement depuis avant la guerre. Va là-bas et dis-leur que le problème que nous avons. Je suis allé à Montpellier, j'ai trouvé le docteur Joseph Veil, le médecin-chef de l'OSER. On m'a reçu les bras ouverts et on a décidé la dispersion des enfants. Et Joseph Veil m'a dit, j'ai d'énormes problèmes dans les maisons d'enfants parce que les enfants sont stressés, les parents ne sont pas là, etc. Viens, je t'engage régulièrement. Et donc, je suis devenu le professeur, le moniteur de sport des 14 maisons d'enfants, près de 1500 enfants. C'était une chose formidable. Jusqu'au jour où Joseph Veil réunit tous les directeurs de maison, moi compris, à Lyon, et il nous dit, c'était en 1942 ça, voilà, je sais de sources certaines que toutes les déportations, tous les voyages qui partent de Drancy, les Allemands avaient fait courir le prix que c'est un rassemblement familial. Et tout ça, c'est un terrifiant mensonge, on les tue. Alors donc, il fallait dissoudre les maisons d'enfants, et à cette réunion-là, Joseph nous présente, il y avait un seul étranger, et il dit, voilà, ce monsieur est ingénieur, il s'appelle Garel, et c'est lui qui va être le chef du réseau Garel, car nous créons une société confidentielle, secrète, qui s'appelle le réseau Garel, qui n'aura rien à faire avec l'OSER, qui sera financé par l'OSER, mais aucune personne ne sera en contact avec elle, et on crée une nouvelle organisation dont ce sera le chef. Et à la fin de la réunion, Garel et Joseph Veil me disent, voilà, nous avons un problème dans les maisons d'enfants, des enfants, environ 200 enfants strictement religieux. Ils ne mangent pas ils veulent pas aller chez des paysans ou chez des gens, ils veulent pas aller ils disent, tu comprends, ils veulent nous envoyer à l'église quand papa ou maman reviennent, ils ne me voudront plus. Il n'y a qu'une solution, les amener en Suisse. Ma femme était souffrante parce que j'ai eu un deuxième gosse entre-temps. L'OSER a envoyé une infirmière, on m'a rassuré, elle a dit, toi va à la frontière, et moi je suis allé à Annemasse, j'ai repris contact avec mon réseau. Alors on m'a donné le nom de Jean Défaut. On le connaissait déjà. Il m'a aidé à organiser toute la structure. Les enfants Annemasse est à la frontière, donc il faut traverser la France, Annecy, Aix-les-Bains, etc. Et amener les enfants ici par groupe. Il faut préparer ça, il faut les recevoir. Les enfants sont fatigués, angoissés. Il y a ici ce que nous appelons l'hôtel du Maréchal, une espèce de centre d'accueil qui a été dirigé par un Alsacien, pas juif, mais un Alsacien, il s'appelait Balthazar. Alors j'avais déjà, le maire l'a prévenu que j'irais le voir. J'ai organisé tout avec Balthazar, les gosses arrivaient. Alors restait l'autre problème, c'était l'arrivée dans la gare.
Les Italiens étaient là jusqu'à fin 43. Pendant toute cette période, j'ai passé des enfants relativement facilement, viennent des Allemands. Et les Allemands, ça devient tragique. Et alors là, j'ai pris le maire m'a indiqué des hommes sûrs, des passeurs sûrs, c'était presque tous des contrebandiers. Ils amenaient de Suisse, ceux qui étaient souvent avec le consentement d'un Allemand qui voulait avoir quelque chose pour sa femme, des bas ou je sais pas quoi. J'ai pu passer beaucoup de groupes de cette manière, même des groupes des éclaireurs. Finalement, dans le milieu résistant juif, on m'a amené aussi d'autres gosses, etc. Enfin, j'arrive à un chiffre de 400 environ, et tout allait très bien, jusqu'au jour où le maire m'appelle, tu dois te cacher, tu es repéré. On va veiller à ce qu'il t'arrive rien. Va chercher ta femme et tes enfants, passe en Suisse. Je suis monté là-haut, je les ai pris, je les ai passés. Elle est restée jusqu'à la libération. Nausée l'a mis dans une pension. Mon fils était allé à l'école suisse, etc. Voilà. Il y avait des trains qui ramenaient des survivants des camps dans des trains médicaux jusqu'à Paris. Ils s'arrêtaient à Annemasse. Moi, j'ai créé un camp d'accueil. Et après ça, je suis monté à Paris. Et à Paris, j'ai été nommé par le ministère des prisonniers à l'accueil à l'hôtel du Tessia.